Bienvenue dans Tokukino, votre chronique mensuelle qui parle de monstres en latex et de héros en spandex. Un tour d'horizon de ce que les œuvres japonaises à effets spéciaux ont de meilleur à offrir. Une émission avec un programme chargé, mais aussi très riche. Au sommaire, nous aurons le lexique du toku avec la définition du cultissime terme Henshin, le mot magique des héros de toku pour se transformer. Suivi des news avec la mort du Super Sentai, un scandale à la japonaise, l'intronisation du père du toku et le retour du roi des monstres. Et pour finir, nous prendrons le dernier vol direction Taïwan avec une reco de Thunderbolt Fantasy, une série avec des marionnettes qui aura farm. Bienvenue dans le lexique du toku. Vous êtes nouveau? Vous ne connaissez rien au tokusatsu mais vous êtes curieux? Vous avez peur de ne rien comprendre à tous ces termes en nihongo? Pas d'inquiétude. Après une présentation générale du tokusatsu, puis une plongée dans le genre du Super Sentai, il est temps d'explorer un élément récurrent ayant influencé bon nombre d'œuvres japonaises, à tel point qu'on le retrouve encore utilisé aujourd'hui. Et pour cette nouvelle édition du lexique du toku, le mot d'aujourd'hui est Henshin. En japonais, Henshin signifie transformation ou métamorphose. En biologie, le mot désigne le processus de métamorphose où la larve devient chrysalide puis papillon. Dans le folklore japonais, il existe des yokai dotés de pouvoirs de transformation, tels que les tanuki et les kitsune. Mais en ce qui concerne notre sujet qu'est le tokusatsu, le terme henshin désigne la transformation du héros au cours de laquelle il revêt son équipement à l'aide d'accessoires dans des séquences fortes en effets spéciaux. Cette métamorphose peut également s'accompagner d'un cri où le protagoniste adopte une pose caractéristique. Il s'agit d'une manière assez singulière pour un héros de passer des vêtements de civil à sa tenue de combat plutôt que de devoir passer plusieurs longues minutes à enfiler son scaphandre et sa combinaison en lycra, sans parler de la galère de devoir tout retirer une fois le combat terminé. Mais au-delà d'un changement de costume, c'est aussi une manière de signifier que le héros se voit doté de capacités spéciales lui permettant de vaincre ses ennemis. L'idée de transformation est apparue dès la fin des années 1950 avec Gekko Kamen et Nanairo Kamen, deux séries de tokusatsu créées par le scénariste Kawauchi Kohan pour la télévision. Bien que le héros se transformait, la transformation en elle-même n'était pas montrée aux spectateurs dans la mesure où les acteurs qui incarnaient les personnages étaient différents des cascadeurs en costume. Cependant, cette situation est amenée à changer à partir de 1960, avec la série Shin Nanairo Kamen, où Chiba Shinichi, plus connu en Occident sous le nom de Sonny Chiba, incarne le héros à l'écran avant et après sa transformation. C'est pourquoi, en 1960, il va fonder la Japan Action Club, sa propre école pour acteurs d'action et cascadeurs, ce qui va avoir une grande influence sur l'industrie cinématographique japonaise et en particulier le tokusatsu. De nombreux comédiens passeront par son école qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Japan Action Enterprise. C'est à partir de 1966 que les téléspectateurs japonais découvrent Ultraman, série créée par Tsuburaya Eiji. On y suit les membres d'une patrouille étudiant les extraterrestres au sein de laquelle se trouve notre héros Hayata, qui utilise une capsule pour se transformer en Ultraman, lui donnant une force prodigieuse pour être de taille face à de gargantuesques kaiju. Il s'agit probablement du plus célèbre des Henshin Heroes. On vous en avait déjà parlé dans notre premier épisode de Tokukino. C'est le comédien Kurobe Susumu qui interprète le protagoniste Hayata Shin et Ultraman. Mais parmi les héros de tokusatsu pouvant se transformer, l'autre personnage emblématique du genre reste Kamen Rider, qui joint l'acte à la parole en criant Henshin pour accompagner sa transformation où il revêt son costume insectoïde. Cette caractéristique est également présente dans le manga de Ishinomori Shotaro, publié parallèlement à la série dès 1971. Le mot Henshin est choisi par Watanabe Yoshinori, vice-président de la Toei et producteur sur Kamen Rider, qui aurait été inspiré par la traduction japonaise du titre du roman La Métamorphose de Franz Kafka. Cette histoire raconte les mésaventures d'un homme qui se transforme non pas en sauterelle, mais en cafard. Ainsi, bien que ce ne soit pas le premier héros dont on voit la métamorphose, on peut affirmer que c'est lui qui a imposé le terme Henshin qu'on utilise encore aujourd'hui. Dès la première série, c'est l'acteur Fujioka Hiroshi qui incarne Hongo Takeshi et le Kamen Rider numéro 1. Bien qu'il arrive que d'autres cascadeurs enfilent son costume comme Hosugi Yutaro, Nakayashiki Tetsuya ou encore Okada Masaru. Ces deux derniers, avec Nakamura Bunya, sont également sous le costume du Kamen Rider numéro 2, tandis que c'est le comédien Sasaki Takeshi qui donne ses traits au personnage de Ichimonji Hayato. De nombreuses autres séries ont ainsi repris le concept de Henshin, disposant de leurs propres incantations qui leur sont exclusives. Par exemple, Sochaku, qui signifie simplement « équipement ». Au-delà du tokusatsu, on peut retrouver cette idée de métamorphose dans les mangas et les animés, comme dans Big X de Tezuka Osamu, qui montrait des scènes de transformation avant Ultraman.
Ainsi, il n'est en rien étonnant que l'œuvre séminale de celui que l'on surnomme le dieu du manga ait eu une influence considérable sur le reste de l'industrie. Tant et si bien que le concept de Henshin a continué d'apparaître dans des œuvres mettant en scène des super-héros et des robots jusqu'au genre du Magical Girl, tel que Sailor Moon, qui par le pouvoir du prisme lunaire se transforme dans des séquences multicolores, ou encore Cutie Oni, qui utilise son collier pour changer d'apparence. Mais si, souvenez-vous, on vous a présenté l'adaptation en prise de vue réelle réalisée par Anno Hideaki dans notre premier épisode de Tokukino. Petite parenthèse, dans cet épisode, on vous a évoqué le travail du scénariste Kawauchi Kohan, créateur de Gekko Kamen et Nanairo Kamen, qui se trouve également à l'origine de la série Ai no Senshi Rainbow Man. Eh bien, il se trouve que c'est cette série qui a inspiré Nagaigo pour son manga Cutie Oni. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les plus attentifs d'entre vous et familiers des travaux de l'auteur aient remarqué que son manga Gekko Kamen était un pastiche de la série Gekko Kamen. Et oui! Bref, fin de la parenthèse, le Henshin est toujours présent et son influence peut encore se voir dans d'autres animés plus récents, comme Kill la Kill, où le personnage de Matoi Ryoko offre du sang frais à son uniforme divin. Un animé, là encore, très inspiré par les mangas de Nagaigo, comme Devilman, Cutie Oni ou encore Gekko Kamen. Et oui, tout est lié. On peut donc voir que l'impact du Henshin à travers la culture populaire japonaise se retrouve encore dans des séries diffusées aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la longévité de Henshin Heroes comme Ultraman et Kamen Rider qui perpétuent ce principe en plus des autres séries et animés qui le reprennent. On pourrait aussi évoquer de nombreux produits dérivés avec des accessoires tels que des bracelets ou des ceintures permettant aux enfants de reproduire les poses de leurs héros favoris, comme pouvaient le faire leurs parents avant eux. Encore que, il suffit d'une casquette rouge et blanche ou de 2 cuillères devant les yeux à un enfant pour devenir Ultraman. Nous arrivons à la fin du lexique. Il est maintenant temps à cette chronique de se transformer pour passer aux news. Henshin! Ce mois-ci, nous tentons un format un peu spécial pour les news. Un sujet récurrent de Tokukino, c'est la place du tokusatsu en France, voire en Occident en général. Comme nous avons pu le dire dans les 2 premières émissions, les productions commencent peu à peu à s'exporter et à se faire un nom à l'international. Les news de ce mois-ci abordent tous ce sujet, que ce soit des annonces ou des réactions venant du public occidental fan de Toku. Explication faite, passons à la première news, celle qu'il était impossible d'éviter. Le jeudi 30 novembre, une rumeur tombe et fait trembler les murs des fans de héros en spandex. Number One Sentai Gozyuger serait la dernière série Super Sentai, selon les dires entre gros guillemets, du producteur Shirakura Shinichi, le producteur en chef de la branche Tokusatsu de la Toei. Ce dernier semble déçu des recettes générées par le merchandising des jouets et des produits dérivés, ce qui reste le nerf de la guerre pour une série Tokusatsu de la Toei qui sont généralement créées en partenariat avec Bandai, le géant du jouet japonais. Le Super Sentai serait alors mort. Plus de Rangers, plus de robots géants, plus de Ranger Key, plus d'explosions et de combats dans une ancienne carrière, plus de Power Rangers. Bon, ça, à la limite... Et vous vivez tranquillement pendant ce temps-là? Comment osez-vous? Alors, calmons-nous un moment. Faisons le point sur la situation, car les news se sont accumulées entre-temps. Est-ce que le Super Sentai est mort? Il est actuellement en pause. En pause indéterminée. Ok, il est mort pour le moment, mais expliquons la cause. Au moment où nous avons écrit la news pour cette émission, la fin du Super Sentai était encore à l'état de rumeur. Le site Kyodo News a rapporté une info comme quoi le Super Sentai s'arrêterait avec Gozyuger, la série actuelle, vu que la Toei serait apparemment déçue des ventes de produits dérivés. Et aussi parce que la série n'a pas la meilleure couverture médiatique en ce moment, on en parle littéralement dans la news d'après. Sauf que dans cet article, aucune source ou aucune déclaration officielle n'a été indiquée. Nous sommes donc partis du principe que la news était donc fausse et que la viande est toujours à 11 € le kilo. Sauf que lors de la semaine de l'écriture de la news, une info tombe et va dans ce sens. Les séries Sentai sont annoncées en fin d'année et cela commence souvent par la fuite d'une donnée très importante, le copyright avec le nom de la série. Par exemple, l'an dernier au même moment, la marque Number One Sentai Gozyuger a été déposée au nom de la Toei, ce qui indiquait clairement que c'était le nom de la prochaine série. Mais cette fois-ci, nous avons eu le droit à une surprise marquante puisque cette année, ce n'est pas une série Sentai qui a été annoncée. C'est une série du nom de Space Sheriff Gaban Infinity qui a été déposée et officialisée par la Toei les jours d'après, soit le reboot de la série Gaban, connu chez nous sous le nom de XOR. Toujours sans déclaration officielle concernant la fin du Sentai. Ce sera surtout la chaîne TV Asahi qui fera une annonce dans la foulée. Gaban Infinity sera programmé à la case horaire des Super Sentai. Ce qui veut donc dire que pour la première fois depuis 1978, avec la fin de Jaka Denkekitai, le Super Sentai disparaît à nouveau de la chaîne pour laisser sa place à une autre série. Un scénario qui semblait improbable pour certains fans et la fin de ce qui semblait être une tradition dans la pop culture japonaise.
C'est donc officiel, pas de Sentai en 2026, et même pendant un long moment en vérité. Les projets sont en hiatus et ils risquent malheureusement de le rester. Du moins, tant que la Toei et Bandai ne trouvent pas de solution aux problèmes qui freinent le succès du Sentai depuis plusieurs années. C'est du moins ce qu'en dit Shirakura Shinichiro, qui a enfin parlé et officialisé l'annonce dans une longue interview donnée au journal Asahi Shimbun. Plusieurs explications ont été données. L'un des principaux problèmes auxquels le Sentai fait face, c'est son manque d'innovation au fil des ans. Ce même manque qui a pourtant créé une forme de confort auprès des plus anciens fans qui ont grandi avec et qui ont pu replonger dedans grâce à leurs enfants. Un sentiment partagé par Monsieur Shirakura. Si le grand public arrive à imaginer une équipe de héros en costume quand on leur parle de Sentai, il est compliqué de trouver de nouvelles idées qui puissent parler aux anciens fans et au nouveau public. Un problème que ne rencontrent pas actuellement les séries Kamen Rider, qui réussissent à trouver de nouveaux concepts afin de renouveler leur public. Un problème qui se ressent aussi au niveau des recettes. Toujours dans le même article et selon le journaliste spécialisé en pop culture Tane Kiyoshi, la franchise Super Sentai représenterait 6 milliards de yens. Une miette comparée aux 30 milliards générés par an grâce à Kamen Rider. Surtout qu'il faut rappeler que les séries Sentai coûtent plus cher à produire que celles des guerriers insectoïdes. D'autant que les recettes du Sentai se voient affectées par un autre problème. Nous n'arrêtons pas de blaguer dessus en plus, le rachat de la licence Power Ranger par Hasbro. Et ouais, on y revient toujours. Le rachat de la licence par le géant du jouet américain a sabré les revenus et les ventes des jouets Super Sentai. Là où Bandai a collaboré main dans la main avec Saban et Disney pour adapter les jouets aux marchés occidentaux, Hasbro n'a pas cette philosophie. La situation est telle que Hasbro se contente surtout de sortir des figurines basées sur les premières générations, jouant sur le fait qu'il y aura toujours des trentenaires pour s'acheter les figurines de la première équipe. Et ceci même si une nouvelle série produite pour Disney+, vient tout juste d'être annoncée. Ce qui bloque donc toute possibilité d'exporter le Sentai dans le reste du monde. Nous avions parlé de Kamen Rider Z dans la première émission, la première série Kamen Rider à avoir droit à une distribution internationale et à des doublages. Cela reste de la supposition, mais on peut imaginer que la Toei espère faire de même avec ses nouvelles productions dans le futur. Ce qui risque de demander un travail de réflexion poussé pour y arriver avec le Sentai. Même s'il faut rappeler que la Toei et Bandai touchent toujours de l'argent sur Power Rangers. Le dernier problème, et pas des moindres, la fin du Super Sentai n'est pas liée qu'à un problème de popularité, mais aussi à un problème démographique. Ah, les pieds sont dans le plat, hein. Le taux de natalité au Japon baisse et la tranche d'âge visée par les séries pour la jeunesse voit leur tranche d'âge augmenter. L'un des coups de génie de Bandai est que les nouveaux jouets Kamen Rider visent un public plus large. Les ceintures des Kamen Rider ainsi que les figurines sont vendues aux enfants, mais aussi aux adultes. Tout d'abord parce que ce sont les parents qui gèrent le budget des enfants et que le concept d'un héros qui se transforme avec un seul gros jouet mis en avant paraît plus simple. Là où le Sentai vend une équipe de 5 héros à acheter, sans parler du robot géant, des véhicules et des jouets à collectionner montrés dans chaque épisode, de quoi donner des angoisses aux parents. On peut donc s'attendre à une refonte de la licence, peut-être même un nouveau nom, l'appellation Super Sentai serait peut-être abandonnée. Ce qui veut dire aussi que le studio reprendrait la main sur l'exportation de la licence, ce qui pourrait finir en conflit ou en étroite collaboration avec Hasbro. Et bien évidemment, si la prochaine série se retrouve diffusée à l'international, nous espérons qu'elle arrive en France, ce qui marquerait le grand retour de la franchise après plus de 30 ans. Mais rien ne semble se profiler pour le moment. Quant à Gozyuger, aucun chiffre ou indicateur d'un potentiel flop n'a été communiqué. Par contre, la série a actuellement une grosse actu, et c'est loin d'être une bonne nouvelle. Le 8 novembre, la Toei a effectué un communiqué annonçant que Imamori Maya, l'actrice interprétant la Ranger noire Gozyu Unicorn, est officiellement exclue du casting de la série. La cause ? L'actrice aurait été surprise en train de boire une bière alors qu'elle n'est âgée que de 19 ans. L'âge légal pour la consommation d'alcool au Japon est de 20 ans. Bah ouais, merde. La news a été relayée par le Bunshun, le principal journal à scandale japonais. L'agence gérant ses cachets a alors mis fin à son contrat pour la série. L'épisode de la semaine de Gozyuger aura le droit à un remontage express effaçant le plus possible l'actrice. Sa remplaçante a déjà été castée et sera interprétée par Shida Kohaku, qui a déjà joué dans la série Don Brothers. Himamori, quant à elle, a passé ses réseaux sociaux en privé, et selon un communiqué de son agence, elle subit un harcèlement conséquent depuis que le scandale a éclaté et des actions en justice contre certains harceleurs seraient en cours. Une annonce qui s'accompagne de l'incompréhension des fans occidentaux. Tout ça pour une bière ? Le sujet de l'émission n'est pas de s'attarder sur des dramas ou de faire l'analyse de la société japonaise. Mais nous devons d'apporter quand même quelques précisions sur cette affaire. Bon, tout d'abord, cela paraît extrêmement injuste de notre point de vue, surtout venant de celui d'un Français. Vous vous doutez bien. Tout ça pour une bière ? Qu'est-ce que ce serait si elle avait buté un mec ? Mais il faut comprendre une chose,
La loi japonaise ne rigole pas sur ce genre de sujet. L'alcool, c'est à partir de 20 ans. Point barre. Cela peut même mener vers des sanctions. Être pris en flagrant délit en train de boire de l'alcool, d'autant plus quand on est une célébrité encore mineure, c'est considéré comme de l'incitation à la débauche. La politique visant à éloigner la jeunesse de la consommation d'alcool est très stricte là-bas. Ensuite, les studios, tout comme le public, peuvent être très exigeants concernant le comportement des artistes du pays. Mais pour ce qui est des acteurs de tokusatsu, c'est aussi un gros niveau de contrainte qui est demandé. Le Super Sentai, voire les séries toku pour enfants en général, sont plus que de simples séries télé. Ce sont de puissants outils de soft power interne. Ces séries sont chargées de promouvoir des messages positifs auprès des enfants japonais. Il est même courant de voir des événements entre les écoles du pays et les licences de la Toei. Par exemple, il y a peu, des événements ont eu lieu où plusieurs écoles maternelles japonaises ont eu le droit à la visite de Kamen Rider Z en personne. D'autant que les parents au courant de l'actualité n'ont pas vraiment envie d'exposer leurs enfants à ce genre de problème. Être acteur dans une série Super Sentai ou une série Tokusatsu pour bambins, ça revient à passer une saison avec une lumière de sniper sur le front. Le moindre faux pas ou écart de conduite, surtout pour un acteur ou une actrice mineure, est une potentielle sortie de piste. Et malheureusement, ces dramas sont réguliers et font le chou gras des journaux japonais. Cependant, cela n'empêche pas des fans occidentaux et même japonais de se mobiliser contre cette sanction et d'apporter leur soutien à l'actrice. Bah oui quand même. Que ce soit à travers de messages ou de différents hommages sur les réseaux sociaux. Car dans le fond, on parle juste d'une personne qui a bu une bière. C'est pas non plus de la coke. Personne n'a été blessé dans cette histoire, c'est juste une erreur de communication. Le fait qu'autant de personnes se mobilisent en défaveur de la décision du studio montre que le public fan de Toku peut exprimer son avis et comprendre les enjeux derrière ce genre de décision, même si le public est très loin d'avoir un impact sur les décisions de la Toei. Nous souhaitons évidemment le meilleur à Imamori Maya, en espérant que sa carrière puisse continuer et la vie reprendre son cours malgré ce scandale mineur. Le vendredi 7 novembre, Tsuboreya Eiji, le père des effets spéciaux physiques japonais et le créateur de Ultraman, a été intronisé au Hall of Fame de la Visual Effects Society, une organisation californienne visant à plébisciter et préserver le travail des créateurs d'effets spéciaux. Lors de la cérémonie, Nagatake Masayuki, le PDG actuel de Tsuboreya Productions, est venu récupérer le certificat d'intronisation qui sera remis aux proches du maître. Une démonstration live a même eu lieu. Les spectateurs ont assisté à un combat entre Ultraman et le monstre Alien Baltan, se terminant évidemment par une victoire du héros avec son fameux rayon Ultra Beam. On peut quand même émettre quelques remarques, comme le fait que cette intronisation ait lieu plus de 55 ans après sa mort. Quand même. Et même si le maître est reconnu aussi pour être un des co-créateurs de Godzilla et le grand superviseur des effets spéciaux des films de monstres de la Toei, c'est avant tout son travail sur Ultraman qui est mis en avant durant cette cérémonie. Ce qui n'est absolument pas anodin, puisque la licence vit actuellement un second souffle depuis que les séries sont désormais diffusées en simulcast sur YouTube. Une décision radicale qui joue en faveur de Tsuboreya Productions, vu que le succès est au rendez-vous depuis plusieurs années. Les séries Ultraman n'ont jamais été aussi accessibles, et les épisodes comptabilisent des milliers de vues, créant un véritable rendez-vous du samedi matin pour les fans du monde entier. De nouveaux projets occidentaux ont même eu lieu, comme par exemple le film d'animation Ultraman Rising, coproduit avec Netflix Animations. Il faut aussi noter que Ultraman a une notoriété mondiale, le personnage étant aussi très connu dans toute l'Asie, comme par exemple en Chine et en Thaïlande. Les États-Unis ont aussi une histoire d'amour particulière avec le héros venu de l'espace, la toute première série ayant été diffusée en boucle sur les réseaux de chaînes télé locales ricaines entre 1967 et 1990. Ce n'est donc pas qu'un hommage au précurseur des effets spéciaux, mais aussi un hommage au créateur d'une des plus grandes icônes de la pop culture japonaise. Un hommage tardif mais bienvenu qui permet de mettre en lumière l'œuvre d'un des pères du tokusatsu. Le 3 novembre aux US a eu lieu l'ouverture du G-Fest, une convention dédiée au roi des monstres Godzilla et à l'univers du kaiju Eiga en général. C'est un événement ayant lieu au même moment que le Godzilla Day. Et pour l'occasion, le prochain film produit directement par la Toei, Godzilla Minus Zero, a eu le droit à une annonce. Le logo a aussi été dévoilé au grand public et il s'avère que c'est pratiquement le même que celui du précédent film. Cette suite sera toujours réalisée et écrite par Yamazaki Takashi. Aucune image n'a été montrée, mais la sortie du film a été confirmée pour la fin d'année 2026, le tournage ayant commencé durant le mois d'août 2025. Pour rappeler à quel point l'attente autour de cette suite est importante,
Le film précédent, Godzilla Minus One, a été un succès fulgurant au Japon, mais surtout à l'international. Il s'agit du film Godzilla ayant rapporté le plus d'argent au box-office japonais après le film Shin Godzilla de Hano Hideaki et de Higuchi Shinji, engrangeant plus de 116 millions de dollars de recettes pour un budget de seulement 15 millions de dollars, en conversion yen-dollar bien sûr. Sans parler de son palmarès en termes de récompenses, Minus One est par exemple le premier film étranger à recevoir l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 2023. Europe. And the Oscar goes to Godzilla. Un succès un peu surprenant qui évoque une sorte de reprise en main de la Toho sur la licence, puisque les studios américains Lionsgate ont aussi exploité le monstre géant dans 4 films, dont 2 crossovers avec King Kong durant les années 2010. Même si, en vérité, la Toho coproduit ces films en étroite relation avec Lionsgate et qu'ils sont aussi de gros succès mondiaux. Le fait d'avoir à nouveau un film Godzilla produit par des Japonais et évoquant directement l'après-Seconde Guerre mondiale est un choix en contraste complet avec la direction un peu moins politique des films de Lionsgate. Même si nous n'avons aucune information majeure concernant le film en lui-même pour le moment, il n'y a aucun doute sur le fait que ce Minus Zero sera un des gros événements liés au tokusatsu de l'année 2026. Et un petit message aux distributeurs français pour ce second film. Nous espérons avoir une vraie distribution dès le départ, s'il vous plaît. Rappelons que Minus One est sorti en France avec une projection unique pendant un week-end en décembre 2023, avant une ressortie en salle en janvier 2024. Nous restons aux aguets concernant ce futur film, et il y a de grandes chances que nous partagions d'autres news à son sujet dans cette émission tout le long de l'année 2026. Bon, maintenant, c'est parti pour une recommandation un peu spéciale. Déjà que je galère à dire des trucs en japonais, là, je vais devoir dire des trucs en chinois. Allez, let's go! Pour la recommandation de cette édition, l'équipe s'est permis d'étendre un peu les horizons géographiques imposés par le sujet. Si en effet le genre est habituellement cantonné aux frontières de l'archipel nippon, il est possible de trouver des œuvres produites à l'étranger qui correspondent parfaitement au canon du tokusatsu. Voilà pourquoi ce mois-ci nous allons nous tourner vers Taïwan, où une étonnante série sur des chevaliers fantastiques du nom de Thunderbolt Fantasy a vu le jour il y a une dizaine d'années. Je m'excuse par avance pour les soucis de prononciation. Votre serviteur essaie de faire de son mieux. Thunderbolt Fantasy pose son décor dans un pays autrefois envahi par les démons, où l'humanité a forgé un arsenal d'armes sacrées pour les repousser. Les sabres qui ont protégé cette contrée, dépeintes comme une sorte de Chine médiévale romancée et fictionnelle, sont source d'envie pour des individus avides de pouvoir. L'un de ces sabres, Tianenqian, est gardé par Tan Heng et sa sœur Tan Hui. Seulement, dès la première scène de la série, donc niveau spoil, ça va, on est bien, un épéiste nécromancien du nom de Biat Tenhai et ses hommes vont chercher à s'en emparer en tuant Tan Heng, forçant Tan Hui à s'enfuir avec la garde du sabre. Sur son chemin, elle croisera nos personnages principaux qui vont l'aider dans sa quête de vengeance et de justice. Chung Putruan, un épéiste vagabond cynique et pragmatique qui ne semble pas s'intéresser aux affaires du monde, et Lim Swat Ha, un voleur élégant, trompeur et frivole aux intentions troubles. Au fil de leurs aventures, d'autres personnages se joindront à eux, tous hauts en couleur et aux personnalités marquées, comme Quan Shan-hun, un lancier plein d'énergie mais assez immature, ou Long Hu-hao, un homme mystérieux et taciturne avec un pipa qui parle. Thunderbolt Fantasy est une coproduction nippo-taïwanaise qui a vu le jour en 2016 et qui, après 4 saisons et 3 films, vient de se conclure au début de l'année 2025. Même si bon, entre nous, le premier film, The Sword of Life and Death, c'est pas si grave de le louper, hein, si vous voyez ce qu'on veut dire. Et en plus, c'est le seul qui n'apporte rien à la trame principale, donc on s'en fout. La série a été créée et écrite par Urobuchi Gen, un auteur de light novel, d'anime et de visual novel. On lui doit notamment le light novel Fate Zero, une préquelle à Fate Stay Night que les amateurs de visual novel connaissent bien. On lui doit entre autres les scénarios de Psycho Pass, de la trilogie animée Godzilla de 2017 et presque tout Kamen Rider Gaimu. La série est coproduite par Nitro Plus, une boîte de développement de visual novel où travaille Urobuchi. Good Smile Company, un fabricant de figurines, pour les fans de Toys, c'est eux derrière les gammes Figma et Nendoroid. Et Pili International Multimédia, de loin la plus importante des trois. Car ce qui a dû directement vous taper dans l'œil en voyant les images de la série, c'est que tout est tourné avec des poupées. À l'exception d'effets numériques utilisés en majorité pour mettre en scène de la magie ou des techniques spéciales, toutes les scènes de la série sont tournées avec des poupées, dans des décors construits sur mesure.
Et les poupées justement, c'est la spécialité des Taïwanais de Pili International Multimédia, même s'il ne faut pas oublier que le tokusatsu a lui aussi une histoire de la mise en scène de marionnettes, on pensera notamment à Bomber X, la série de science-fiction de Nagai-Go. Pili, qui se traduit par Thunderbolt dans la langue de Shakespeare, c'est avant tout la création de deux frères, Huang Qianghua et Huang Wense, eux-mêmes les héritiers de leur grand-père, Huang Haitai. Je suis désolé, j'essaye de faire de mon mieux. Un marionnettiste taïwanais de légende, lui-même fils de marionnettiste, comme quoi des fois c'est vraiment de famille, qui a fondé la plus importante école du pays pour former les générations futures à son artisanat. Son travail et son style ont façonné le visage du Budaichi moderne, c'est-à-dire le théâtre de marionnettes chinois. Pour en revenir à ses petits-enfants, Chris et Vincent ont lancé en 1985 une série de marionnettes du nom de Pili, qui a connu un immense succès auprès des enfants de la République de Chine et qui est encore en cours aujourd'hui. Chris et Vincent, c'est les autres blazes de Huang Qianghua et de Huang Wense. Depuis 85, à travers des déclinaisons chaque année qui ne sont pas sans rappeler les Super Sentai et autres Ultraman, Pili raconte l'histoire de chevaliers nobles et purs qui, grâce à leurs arts martiaux, viennent à bout d'être maléfiques. On dénombre plusieurs films et même des spin-offs. Thunderbolt Fantasy, en majorité réalisé par Chris Huang d'ailleurs, s'inscrit donc dans un héritage riche de la série de marionnettes chinoises. Ce leg chinois ne s'arrête pas d'ailleurs au talent de la team créative du studio Pili. Il est aussi inscrit dans l'ADN esthétique de la série. Car Thunderbolt Fantasy, c'est avant tout un wuxia-pian. Pour la faire courte, le wuxia-pian est un genre de film dérivé du wuxia, la littérature chinoise portant sur les récits de chevaliers errants. En effet, si quand on vous a parlé de chevaliers, votre esprit a pensé à des personnages de Shambhala, vous faites fausse route. Dans cette série, les personnages de chevaliers solitaires romantiques livrant des combats aériens et irréalistes sont en réalité bien plus proches des héros de films de sabre hongkongais bien connus des fans de la perle d'Asie. Pensez à des films du calibre de Duel to the Death de Ting Chiu Dang ou encore Les guerriers de la montagne magique de Tsoyak. Pardon. Mais du coup, Thunderbolt Fantasy, pourquoi c'est bien? Mais enfin, vous avez des yeux quand même! Regardez-moi un peu le niveau d'artisanat déployé en permanence dans la série. Regardez comment les poupées sont magnifiques. Elles sont détaillées, pleines de vie et de texture, et tout avec un chara-design très extravagant, mais qui marche diablement bien avec le style visuel qui nous est proposé. Regardez-moi un peu tous les costumes différents, ultra chargés de détails qu'on nous offre. D'ailleurs, il n'y a pas que les poupées en elles-mêmes qui valent le coup d'œil. Le détail des décors lui aussi fera plaisir à tous les amoureux de l'artisanat des effets physiques qui nous regardent. Les scènes d'action valent aussi le détour. Bon, des fois le montage est un peu haché, et les CGI des attaques peuvent parfois un peu prendre le dessus sur la chorégraphie complexe qui nous est proposée. Mais quand ça marche sacrément bien. Avec ses combats hyper frénétiques, très aériens, surchorégraphiés, la série fera plaisir à tous les amoureux des duels de films de sabre chinois. Et c'est d'autant plus impressionnant de voir des marionnettes exécuter toutes ces pirouettes. La série est disponible dans son intégralité sous-titrée en français sur Crunchyroll, alors n'hésitez surtout pas, ça vaut clairement le coup d'œil. Cette émission touche à sa fin. Merci pour votre écoute et en espérant que le programme vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour un numéro qui s'annonce déjà riche en actu. L'univers des héros en spandex et des monstres en latex est en ébullition en ce moment. Aussi, il n'y aura pas de lexique dans la prochaine émission. Mais à la place, il y aura un dossier spécial. On vous laisse la surprise du sujet. À bientôt. Courage, espoir, Tokukino.